éléments écossais de manière à ce que on soit pas pris au dépourvu, qu'on puisse aussi faire des sessions de travail avec nos joueurs. Par exemple avec nos attaquants qui pourraient avoir un avis sur les gardiens de but, sur tous les défenseurs de nos opposants. L'Écosse, on en reparlera, adversaire d'Haïti à la Coupe du Monde, je le rappelle, hein, juste voilà. Brésil, Maroc, Écosse, voilà les trois adversaires, on en reparlera. Vas-y, poursuis Sébastien, donc dans ton staff, vas-y. Ensuite, j'ai un préparateur physique, Alexandre Delal, qui a bossé pendant quelques années avec Claude Puel. C'est une des références en France, qui a bossé avec lui à Lyon, à Nice, qui a bossé également avec les sélections de Côte d'Ivoire et d'Algérie. Il a accepté de me rejoindre dans cette mission. Il était libre à ce moment-là. Il a une structure privée où il a pas mal de sportifs professionnels en dehors des clubs qui travaillent avec lui. Voilà, j'ai Guillaume Coffy, un de mes fidèles, donc qui s'occupe de la préparation des gardiens de but. J'ai également un kiné, Olivier Henneuse, et un ostéopathe, Aurélien Abelceder, qui me rejoignent sur tous les rassemblements. On travaille ensemble depuis quelques années de manière à amener une structure médicale digne de ce nom, qui n'est pas moins compétente que ce que les garçons peuvent avoir dans leur club respectif. Donc c'est important. Et puis ensuite j'ai un staff haïtien, voilà, un team manager, un intendant, un DTN qui est là pour aussi échanger, pour aussi moi m'imprégner un peu mieux de la culture locale. Voilà, j'ai un responsable médical haïtien également. Voilà, donc on essaye de faire en sorte de créer une dynamique et que tout le monde se rencontre, puisse échanger et que ça nous tire vers le haut. Juste Sébastien, du coup, ça correspond à combien de personnes en tout sur une phase internationale, ton staff ? Ah là j'aurais une quinzaine de personnes. Au niveau du staff, plus les 26 joueurs, voilà, on peut dire que, allez, un groupe d'une quarantaine de personnes à gérer au quotidien. Alors, sous Sébastien, la pression. Ouais, sous la pression, et on va reparler du préparateur mental, mais tu l'as cité, donc Guillaume Coffy, c'est ton fidèle adjoint en charge des gardiens. Il a une petite question pour toi, il nous a envoyé cette petite vidéo. Ah. Ouais, coucou mon petit Seb. Bon, après tous ces périples qu'on a pu faire entre le Congo, Kenya, Guinée équatoriale, j'en passe surtout, et puis la Syrie, j'aurais une petite question. Si tu devais reprendre l'avion au Ghana, rappelle-toi, dans l'avion militaire, après que la porte se soit ouverte et qu'on était à l'arrière, tu l'aurais repris l'avion ou pas ? Je sais déjà ta réponse. Allez, je t'embrasse. Ciao, ciao. Et nous, on la connaît pas la réponse. C'est quoi cette histoire d'avion ? Non, j'étais nouveau sélectionneur au Congo-Brazzaville. Donc jeune sélectionneur qui venait de récupérer un poste de numéro 1. Donc on est peut-être un petit peu plus docile, un petit peu plus conciliant, moins attentif aux risques également. Et ce jour-là, le Ghana avait organisé le match à Koumassi, qui se trouve à 500 km environ d'Accra. Voilà, c'est un petit peu déstabilisant pour les équipes visiteuses. Donc on est arrivé en avion privé du gouvernement, affrété par le gouvernement congolais. On a atterri à Accra et ensuite on devait basculer sur Koumassi. Et là, visiblement, plus d'autorisation légale. Notre avion était soi-disant trop lourd pour l'aéroport de Koumassi et il fallait y aller en bus. Donc après beaucoup de discussions pendant des heures et des heures, bloquées à l'aéroport. J'avais refusé de partir en bus vers 500 km sur les routes africaines. Et ils nous ont affrété un avion militaire. Donc c'était le gentleman agreement qu'on avait trouvé. Et en partant, en décollant, la porte arrière s'est ouverte. Voilà. Rassurant. Ah, on n'avait pas encore décollé, on était sur le tarmac avec un bruit ahurissant puisque un avion militaire pas isolé et Guillaume et moi nous étions sur le dernier rang et la porte s'est ouverte derrière nous et c'est vrai que ça arriverait maintenant, je monterais pas dans l'avion. Ouais, c'est un peu fort. Mais comment vous avez fait du coup, vous avez refermé la porte ?
Alors, l'avion a stoppé, ils ont refermé la porte et on a décollé, on est parti. Et on a été faire match nul le lendemain là-bas à Kumasi au Ghana, qui était le Grand Ghana, quart de finaliste de la Coupe du Monde, 4e équipe africaine à ce moment-là, avec les frères Ayou en figure de proue de cette équipe. Voilà, ça serait aujourd'hui, je serais beaucoup moins conciliant. J'appellerais certainement l'after-foot pour ruer dans les brancards et que ça ait un petit peu d'impact. Voilà, mais à ce moment-là, on était un peu plus docile et voilà, on avait aussi, on cherchait à se protéger par rapport à nos postes, puisque voilà, c'était pas rien de devenir numéro 1 d'une sélection africaine et parfois il fallait être un peu conciliant. On va justement détailler ton parcours avec Rémi, parce que tu as eu déjà 1000 vies d'entraîneur, Sébastien. Un parcours divers, intense et varié, parce qu'on peut voir que ta carrière d'entraîneur a commencé en 98 au FC Mougins. Ensuite, tu auras plusieurs clubs, dont notamment la Roche-sur-Yon entre 2005 et 2006, mais surtout Strasbourg à partir de 2006 en tant que adjoint, puis Lens. Ensuite, tu dirigeras Oman en tant qu'adjoint, la RDC aussi. Tu feras différentes sélections comme le Togo, le Congo, le Kenya, la Guinée équatoriale comme tu l'avais évoqué. Il y aura aussi Marumo en 2021. Voilà, il y aura plein de clubs pour terminer évidemment par le Cameroun de 2022 à 2024, et donc depuis le 8 mars 2024 la sélection d'Haïti, dont tu es le sélectionneur évidemment numéro 1. Bon, on va avoir l'occasion de revenir sur tout ce parcours. Moi, j'avais une question sur le métier de sélectionneur d'Haïti par rapport à tout ce que tu as vécu comme autre sélection. En quoi c'est différent avec Haïti ? La différence principale, c'est que je n'y vais pas et malheureusement, je ne peux que peu peser sur le football local. Qu'un Jean Rickner, Bellegarde ou Wilson Isidore s'entraînent bien dans leurs clubs respectifs en première ligue, j'en suis quasi certain. Donc, je peux entretenir un contact régulier avec eux, aller les voir pour nouer un lien affectif une fois ou deux dans l'année, mais de manière hebdomadaire, ils n'ont pas forcément besoin de moi et j'ai quelques assurances quant à leur mise en forme. En revanche, pour des joueurs basés en Haïti, je pense que là, on peut amener une expertise certaine au niveau des entraîneurs locaux. C'est souvent ce que j'ai fait dans les pays où je vivais, que ce soit avec Claude Leroy ou ensuite en tant que numéro 1. Là, je pense qu'il y a un intérêt certain pour essayer de développer le football local et les jeunes talents locaux, et puis envoyer des signaux également forts à la jeunesse locale. Voilà, leur démontrer que les portes de la sélection sont ouvertes pour tout le monde, que ce soit pour y rentrer ou en sortir. D'ailleurs, je trouve que instaurer une petite forme de concurrence, instaurer également une couleur locale, voilà, ça stimule mon groupe et ça tend à aller vers la performance, et à haut niveau, c'est ce dont on a besoin, selon moi. Sébastien, tout à l'heure, tu disais que tu avais annoncé la liste par conférence de presse. Est-ce que tu as conscience que cette liste, évidemment, est importante puisque c'est la dernière avant le mondial? Est-ce qu'elle est difficile à mettre en place, ou est-ce que tu l'avais en tête depuis un certain temps, comme tu disais tout à l'heure, avec à peu près 15 joueurs en tête pour le coup, dans ta liste? Comment tu l'as travaillé, cette liste du mois de mars? Alors, pour les 15 joueurs, je parlais de nos adversaires et notamment oui, bien sûr. Mais voilà, le noyau dur de ton équipe. Oui, après, on attend toujours le dernier week-end. Même là, je suis pas tranquille. J'ai donné une liste, mais il va y avoir encore des matchs ce week-end. Les joueurs arrivent lundi, donc il peut encore se passer des choses. La particularité sur cette liste, à la Coupe du Monde, j'aurai le droit à 26 éléments. Là, nous sommes à 25. Je pense que c'était la dernière fenêtre pour voir quelques garçons que je n'ai pas eu encore entre les mains. Je prends le cas de Dédence Pierre, un défenseur qui performe en USL depuis quelque temps. Woodanski, un joueur local qui sort du lot, que j'avais déjà voulu avoir depuis 2 ans, qui était le joueur principal de l'équipe Espoir et que je n'ai pas encore pu avoir faute de visa pour lui.
je trouvais que c'était le moment idéal pour ça. Alors évidemment, ils prennent la place d'autres éléments, mais que je connais par cœur, qui sont avec moi depuis 2 ans. Donc ça ne condamne en rien leur possibilité d'intégrer la liste finale pour la Coupe du Monde. Et il restera, à l'issue de ce rassemblement, encore 2 mois et demi. Beaucoup de choses peuvent se passer. Voilà, il faut faire en sorte que rien ne soit figé, mais on est en éveil et on va encore essayer de travailler les associations des uns et des autres, voir si les garçons peuvent s'intégrer. Particularité aussi sur le continent américain, ils sont juste en reprise. Il y a eu très peu de journées. J'ai par exemple Fafa Picault qui était un de mes éléments réguliers dans la sélection. Il a à peine joué un quart d'heure le week-end dernier à Atlanta. Je le connais par cœur. Je trouvais que c'était mieux qu'il prenne ses repères au sein de son club et puis on verra ce qui se passe dans les 2 mois et demi à venir, voir s'il intègre la liste finale, par exemple. Sébastien, on a fait un petit calcul tout à l'heure avec les gars sur les 25 joueurs que tu as emmenés, justement. On regardait le rapport par rapport aux joueurs qui sont nés en Haïti et ceux donc qui sont nés à l'étranger. On est sur du 60% de joueurs à l'extérieur, 40% de joueurs nés en Haïti. Donc c'est très proche. Est-ce que c'est important pour toi aussi d'avoir ce mélange entre joueurs qui sont nés en Haïti et des joueurs qui sont nés à l'étranger et qui sont binationaux? Ah, évidemment. Je pense que s'il y avait une tendance trop élevée d'un côté ou de l'autre d'ailleurs, il y aurait une problématique. Je pense que souvent les binationaux rompus aux joutes européennes, par exemple, amènent aussi une certaine expérience, une certaine culture tactique qui, dans certains matchs à enjeux forts, peuvent être intéressants. Les joueurs ayant grandi en Haïti ou passé par Haïti ou mis un jour un pied en Haïti ramènent la culture haïtienne qui est très prégnante et qui est un goût du patriotisme sur lequel je m'appuie aussi pour essayer de décupler nos forces et je pense que si on est à la Coupe du Monde, il y a aussi un peu de ça. Voilà, les garçons sont très fiers de leur drapeau, peut-être plus que c'est ma 10e sélection, plus que dans d'autres sélections que j'ai pu mener. Et on vous conseille d'ailleurs le maillot de la sélection d'Haïti, il est absolument magnifique. On en avait parlé avec Romain Genevois et Alexandre Delal d'ailleurs dans le podcast After Coupe du Monde spécial Haïti pour vous présenter la sélection haïtienne avant le mondial. C'est à retrouver évidemment en téléchargement. Pour parler logistique, Sébastien, ton quotidien, c'est aussi le choix d'un camp de base. On en parle souvent avant une grande compétition internationale. Est-ce que ça y est, Haïti a son camp de base aux États-Unis? Est-ce que vous savez où est-ce que vous allez vous établir avant d'affronter l'Écosse, le Brésil et le Maroc? Alors normalement, nous devrions être basés durant la compétition à Atlantic City. Voilà, c'est la tendance des derniers jours. La différence peut-être par rapport à des nations comme la France qui peut se permettre de choisir son camp de base hors ceux proposés par la FIFA parce que les moyens financiers ne sont pas les mêmes. Nous, évidemment, on est soumis aux propositions de la FIFA et voilà. Donc a priori, ce sera Atlantic City. Et certainement que le début de ma préparation, on est encore en discussion. Tout va dépendre des matchs amicaux. On est en discussion avec quelques nations, donc je vais pas en parler aujourd'hui, mais ça devrait se régler dans les jours qui viennent. Donc il est possible qu'on se prépare aux États-Unis en tout cas, mais peut-être au début, pendant les jours des matchs amicaux, peut-être sur un autre lieu que Atlantic City. C'est à confirmer dans les jours qui viennent. D'accord. Et par rapport à Atlantic City, le camp de base potentiel, du coup, qu'est-ce qui te plaît dans ce camp de base? Qu'est-ce qui est important pour toi dans ce camp de base, ou en tout cas dans le camp de base que vous aurez pour préparer cette Coupe du Monde et la vivre du mieux possible? Alors, attention, là, les standings internationaux dédiés à une Coupe du Monde sont de toute manière bons. Donc, ça sera très bon. Au niveau de l'accueil, j'ai aucun souci là-dessus. Pour moi, la principale problématique, où que ce soit quand on va à Toronto, là par exemple dans quelques jours, c'est d'avoir un terrain à proximité de l'hôtel, de manière à ce que, au niveau logistique, au niveau des transports, on passe de moins de temps possible dans les transports. Même si de temps en temps c'est bien pour couper les journées,
mais pas au-delà d'une vingtaine de minutes, parce que après c'est du temps de prise sur la préparation invisible et notamment tous les aspects de récupération. Voilà, donc à partir du moment où il y a un terrain de qualité à proximité, on aura après tous les outils nécessaires. On n'aura pas d'excuses en tout cas à ce niveau-là. Sébastien, tu parlais de moyens financiers, évidemment incomparables avec l'équipe de France qui a choisi le Four Seasons carrément à Boston pour se préparer. En termes de, toi tu le disais, c'est ta 10e sélection. Est-ce que tu as été convaincu? J'imagine que c'est pas l'argent qui t'a convaincu d'aller en Haïti. Est-ce qu'on est bien payé quand on est sélectionneur d'Haïti, par exemple? Et puis est-ce que vous avez d'ailleurs eu une prime de qualification à la Coupe du Monde? C'est les Français y ont eu droit, par exemple. Écoute. Là-dessus, le sélectionneur que je suis et le staff sont alignés avec des proportions différentes par rapport à ce que peuvent avoir les joueurs et les joueurs sont en discussion actuellement. Je me mets un petit peu en retrait par rapport à ça. Sont en discussion avec les membres de la fédération, mais franchement, il n'y a pas de litige depuis ma venue à ce niveau-là. Je rappelle aussi que la fédération est sous la tutelle de la FIFA, donc ça garantit certaines choses. Après, généralement, il y a le respect de ce qui est promis, que ce soit aux joueurs ou au staff. On n'a aucun souci à ce niveau-là. Voilà. Alors évidemment, c'est pas financièrement parlant le meilleur contrat de ma vie, mais quand on a accepté cette mission, il y avait d'autres intérêts, et notamment celui de mener à bien cette mission qui était de qualifier l'équipe pour la Coupe du Monde. Et beaucoup m'ont pris pour un fou, mais je sentais qu'il y avait une opportunité folle. Les États-Unis, le Canada et le Mexique co-organisaient la Coupe du Monde, prenaient 3 places d'office. Il en restait minimum 3 pour des nations dans la zone CONCACAF. Après avoir scouté cette équipe, je sentais qu'il y avait un potentiel. Je connais mes qualités et mes défauts aussi. Je sentais que je pouvais peut-être amener une énergie pour entretenir une dynamique suffisante pour me qualifier. Je pense que ça a bien matché entre tous et voilà. Aujourd'hui, on y est après 52 ans d'absence. Donc l'intérêt principal de cette mission et de ce contrat a été de pouvoir aller en Coupe du Monde et de réussir un joli coup sportif, on va dire. On voit d'ailleurs le deuxième tour et le troisième tour, donc deuxième du groupe C, donc au deuxième tour derrière Curaçao, et ensuite au troisième tour vous avez devancé des nations quand même comme Honduras et le Costa Rica qui ont déjà participé à des Coupes du Monde. Ouais, juste Sébastien, tu as été nommé le 8 mars 2024, ton contrat dure combien de temps? Est-ce qu'il y a des possibilités de prolonger suivant les résultats que vous allez faire à la Coupe du Monde? Alors j'avais un contrat qui stipulait qu'en cas de qualification à la Coupe du Monde, il était automatiquement prolongé jusqu'à la Coupe du Monde. Donc voilà, le contrat est en cours. Maintenant, ça veut tout dire et rien dire dans notre milieu actuellement. Voilà, ce qui est important, c'est de performer dans le prochain match. Et mes prochains matchs sont les 2 qui arrivent sur les dates FIFA du mois de mars. Canada et Tunisie et Islande. Voilà, la Tunisie et l'Islande, ouais. Ça se passe à Toronto et il y aura d'ailleurs du monde, il y aura des supporters. Alors, allons-y, on part de la qualification d'Haïti. Lolo, déjà, Haïti dans le foot mondial, ça représente quoi? Haïti, c'est vrai que ça parle peut-être pas à grand monde, mais pourtant, Sébastien l'évoquait, il y a un passif en Coupe du Monde déjà en 74. Haïti faisait partie de cette compétition avec déjà un groupe très très compliqué à l'époque, mais c'est vrai que Pologne, Italie et Argentine, je crois. Ouais. C'était un peu à chaque participation, ouais. Tu prends le gratin. Hein. C'est pas facile, mais effectivement, c'est une équipe qui comptait notamment dans les années 70 et qui a réussi justement pendant cette phase qualificative à devancer. Tu le disais, Jay, des mastodontes quand même de la région comme le Costa Rica et Honduras. C'est ce que je voulais demander à Sébastien. Quel est du coup ton plus beau souvenir de ce parcours qui est quand même assez dingue et qui a permis de ramener les Grenadiers en Coupe du Monde 52 ans après? Évidemment, les secondes qui ont suivi la qualification
Ça a été une décharge émotionnelle énorme puisque on avait quasi rempli notre mission, on avait remporté le dernier match, mais on était aussi soumis aux résultats de Honduras-Costa Rica, ou non, c'était Costa Rica-Honduras. Voilà, et il y avait un petit décalage, il y avait eu une expulsion, je crois, pour le Costa Rica. Donc il fallait qu'ils tiennent quelques secondes. Nous, on avait fini, on était au milieu du terrain en attente. Donc effectivement, la délivrance, au moment où on apprend que ça y est, on ne sera même pas barragiste, mais qualifié d'office en tant que leader de la poule, bah, c'était un grand moment de satisfaction parce que, comme je le disais précédemment, beaucoup m'ont pris pour un fou quand j'ai accepté cette mission, même dans mon entourage. Mon staff a accepté de venir par fidélité. Je pense qu'il croit aussi en moi, mais était pas persuadé qu'on allait réussir notre coup. Donc aussi par rapport à eux, content. Et puis in fine avec les joueurs, il y a toujours un lien affectif qui s'installe avec eux. En tout cas, c'est ce que j'essaye d'installer et de les sentir récompensés, si fiers. Et un 18 novembre qui est l'équivalent du 14 juillet pour nous, pour Haïti, avec peut-être une dominante encore plus forte dans le sens où c'est une date qui correspond à leur indépendance. Voilà, donc ça évoquait beaucoup de choses ce jour-là. Donc c'était une grande fierté d'avoir été le meneur de troupe en fait de cette aventure. Lolo l'a dit, on va revoir le calendrier qui vous attend aux États-Unis. Sébastien, vous avez hérité, on va le dire, du groupe de la mort, le Brésil, l'Écosse, le Maroc, qui est donc désormais champion d'Afrique, même si ça aura peut-être changé d'ici là. Le Brésil, évidemment, recordman de victoire en Coupe du Monde avec 5 étoiles. Et puis l'Écosse, qui est toujours une nation difficile à manœuvrer. Calendrier, donc d'abord l'Écosse, ensuite le Brésil, puis le Maroc. Quelles sont vos ambitions, Sébastien ? Et qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place pour espérer décrocher l'une des 3 premières places ? On rappelle que les meilleurs 3e pourront accéder au 16e de finale. Ben, l'ambition, quand on s'engage dans une compétition, c'est d'essayer de performer, pas simplement d'y participer. Donc, j'avais mis une feuille de route il y a 2 ans, lors du début de mon intronisation, qui s'est terminée en filigrane. On avait la Coupe du Monde au bout et j'avais demandé... j'avais une ligne du temps, une flèche du temps avec différentes étapes à valider et j'avais demandé à mes joueurs sur l'avant-dernière étape d'être toujours en possibilité de pouvoir se qualifier. Et on avait en toile de fond la Coupe du Monde. Donc on l'a validé. Donc maintenant on a construit une autre feuille de route qui nous mène jusqu'au 16e de finale de la Coupe du Monde. Voilà, donc c'est le projet que je vais présenter aux garçons la semaine prochaine, avec différentes étapes à valider. Il y a ces 2 matchs FIFA, il y aura une période de 2 mois où ils vont devoir être performants en club pour arriver dans les meilleures dispositions possibles. Il y aura ensuite des matchs de préparation et puis 3 matchs de poule où il va falloir être performant, essayer de prendre, évidemment, de répondre présent en termes d'image pour une nation comme Haïti, mais ça ne suffira pas. L'idée, c'est de prendre des points. Il y a une caractéristique différente dans cette Coupe du Monde, c'est que des meilleurs 3e seront possiblement qualifiables pour les 16e. Donc, à nous d'en faire partie. Il faudra qu'on performe un minima sur un des 3 matchs en termes de points. Donc voilà, plus tôt on les prendra, mieux ce sera. Donc on espère que dès l'Écosse, on pourra créer une certaine dynamique et un élan derrière cette équipe qui pourrait être très sympa à vivre en termes d'émotion pour mes garçons et le staff. Sébastien, juste pour rappel, Haïti, c'est donc 83e nation mondiale, l'Écosse 38e, Brésil 5e et Maroc 8e au classement FIFA. Voilà, vous avez été donc pour la première fois depuis 1974 en Coupe du Monde. Est-ce que tu as conscience que tu as marqué l'histoire ? Et justement, qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu marques l'histoire d'un pays ? Parce que ça n'arrive pas tous les jours quand même. Et évidemment satisfait. Après, il faut relativiser. Les joueurs surtout ont marqué l'histoire parce que nous, on existe
que si les joueurs sont performants. Voilà, on a réussi modestement à faire qu'il y ait les connexions nécessaires entre eux pour devenir performants. Non, ce qui est fort, c'est que une des 2 premières nations black à se qualifier pour une Coupe du Monde, c'était Haïti en 74 avec le feu Zaïre qui est devenu la RDC depuis, et que aujourd'hui je suis à la tête de cette équipe et on revient. Donc on remet quelque part l'église au milieu du village. On retrouve un rôle que Haïti n'aurait pas dû perdre. Voilà, donc on revient sur le devant de la scène. Et je vais faire un petit clin d'œil parce qu'en 74, je vous ai dit les 2 nations. Et il se trouve que mon meilleur ami Sébastien de Sabre est aujourd'hui mon ancien partenaire de club, mon ancien joueur également, ami plus que très proche, membre de ma famille, est en passe aujourd'hui, je l'espère, de se qualifier également pour la Coupe du Monde. Donc ce serait dans notre histoire personnelle, au-delà des considérations médiatiques, ce serait fantastique tous les 2 de ramener ces 2 nations qui étaient les premières nations black qualifiées, de les ramener en Coupe du Monde. Ouais, voilà. Ce serait une histoire assez incroyable et ce serait encore mieux qu'il y ait des supporters haïtiens. Sébastien, pour vous encourager, alors vous avez la chance d'avoir une forte diaspora et je crois qu'il y a 850 000 Haïtiens qui vivent aux États-Unis, mais on a entendu dire que certains, même s'ils ont pris les billets, étaient assez craintifs de la police de l'immigration mise en place par Donald Trump. Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui? À quel soutien tu t'attends aux États-Unis lors des matchs d'Haïti et est-ce qu'il y a un message à faire passer vis-à-vis des supporters de la sélection des Grenadiers? Alors je dirais que déjà, dans un premier temps, malheureusement, nous sommes rompus à ce genre de contraintes, puisque depuis 2 ans, nous évoluons en permanence à l'extérieur, parfois dans des contrées où il y a beaucoup moins de ressortissants d'origine haïtienne. Voilà, donc on a su aussi puiser une certaine énergie pour essayer de renvoyer un message à distance au peuple haïtien qui souffre aussi de ne pas partager ces moments avec son équipe nationale. On a su puiser une certaine force là-dedans. Il va falloir encore s'en nourrir. Après, j'espère que justement, de par notre performance, le cœur qu'on y met, j'espère déclencher que l'on déclenche un certain élan autour de l'équipe nationale, de manière à ce que amener les supporters vers nous. Alors évidemment, la diaspora d'origine haïtienne vivant aux États-Unis. Ce que je ne peux pas gérer aujourd'hui, c'est justement les problèmes avec la police locale. Je ne sais pas où on en sera dans 3 mois. J'ose espérer qu'une fête comme la Coupe du Monde permette que voilà, chacun puisse venir au stade dans une belle ambiance. Voilà, c'est le moins qu'on puisse espérer et j'espère que mes joueurs pourront à minima partager de belles émotions avec leurs supporters, avec des fans. Malheureusement, on n'a pas pu le faire localement. Un petit peu à Curaçao au moment de la qualif contre le Nicaragua. Voilà, on avait 200 ou 300 supporters, mais voilà, les joueurs mériteraient plus parce que ce sont des moments rares dans une carrière. Voilà, j'espère que ce sera le cas. À nous aussi de déclencher quelque chose de manière qu'il y ait un élan sympathie autour de notre équipe. Maintenant, ça me fait peur. J'ai joué le Brésil sur la dernière Coupe du Monde avec le Cameroun. Le stade était jaune et vert aux couleurs du Brésil. Même parfois, j'ai peur que les quelques supporters haïtiens deviennent supporters brésiliens, puisque il y a quand même un amour du Brésil au sein d'Haïti. Voilà, ça va être à nous de se servir de ça pour avoir encore un peu plus de force dans nos joutes. Parlons des joueurs peut-être justement sur lesquels tu vas pouvoir t'appuyer, parce que quand on a préparé l'émission avec Loïc et avec Rémi, on s'est dit mais elle est pas mal cette équipe d'Haïti, il y a des joueurs vraiment intéressants, Rémi. On s'est permis surtout d'y inclure tout de suite dans le 11 de départ Wilson Isidore que tu viens tout juste d'appeler. On voit que vous évoluez en 4-2-3-1 avec une défense pour le coup très habituelle avec Delcroix, Adé en défense centrale, Lacroix à gauche, Arquis à droite. C'est surtout, on va dire, sur l'aspect offensif que ça peut évoluer, puisque Bellegarde, tu le fais
jouer en numéro 10, même si pour le coup il peut jouer quasiment à tous les postes au milieu et voire à tous les postes offensifs. On s'est permis de mettre Wilson Isidore à gauche, Franzi Pierrot est ton numéro 9 bien sûr, il y a Casimir aussi, le joueur de la JOCR à droite. Voilà, est-ce que c'est à cette équipe que pourrait ressembler ton 11 de départ pour cette Coupe du Monde ou c'est encore trop tôt? Oui et non. Il y a des idées dans l'équipe que vous me proposez. Voilà, mais à chaque match suffit sa peine. Il y a les caractéristiques de l'adversaire également à prendre en compte, les plans tactiques que l'on définit, la forme du moment. Là, par exemple, dans cette équipe, Nazon n'y est pas. C'est le meilleur buteur de l'équipe depuis deux saisons que je suis à la tête de la sélection. Voilà, je ne vois pas J.K. Duverne qui a été quasi titulaire de toutes les rencontres quand il était en mesure d'être aligné, disponible, non blessé. Voilà, donc beaucoup de choses peuvent se passer. J'aime bien que mon équipe soit en mouvement et que finalement elle ne soit pas figée, qu'il y ait la chance pour tout le monde. À la dernière Gold Cup, Expérience était devant Lacroix. Lacroix a repris un petit peu le lead. Est-ce que ce sera le cas au mois de juin, au moment de la Coupe du Monde? Je ne sais pas. Bellegarde a joué quelques matchs un peu plus défensifs quand je jouais avec deux attaquants. Voilà, il y a plein de points d'interrogation encore. Voilà. On s'est dit que Sébastien, on s'est dit avec Rémi, on va mettre Bellegarde en numéro 10, on va enlever un attaquant parce que c'est vrai qu'à la Coupe du Monde, a priori, tu pars face à des sélections qui sont au-dessus. Donc on s'est dit qu'il y avait peut-être matière à mettre Bellegarde un peu plus haut sur le terrain. Mais évidemment, c'est ton regard. On s'est surtout dit qu'on n'était pas à ta place et de voilà, sélectionneur. Donc c'est toi qui fais l'équipe, c'est pas nous. Hein. Après, il y a une chose dans une sélection, dans toutes les équipes en général, et c'est aussi l'évolution du football d'aujourd'hui. On a le droit à 5 changements en cours de rencontre. Donc ça, il faut en tenir compte. Ça peut avoir aussi un impact sur les compétitions. Donc il n'y a pas de remplaçant de titulaire dans mon équipe. Il y a un 11 de départ et ensuite il y a des finishers. Alors c'est le terme à la mode que j'ai un peu piqué à nos amis rugbyman. Mais voilà, des finishers, des impact players qui à un moment sont là pour profiter du travail qui a été préétabli par le 11 de départ et puis amener une énergie supplémentaire en cours de rencontre, que ce soit pour faire basculer la rencontre de votre côté ou peut-être pour conserver un résultat à un moment donné en fonction de l'évolution du score et des événements d'un match. Donc voilà, le tout c'est d'avoir 26 joueurs connectés ensemble, concernés. En termes d'individualité, on ne sera pas plus fort que nos opposants sur cette Coupe du Monde. Sinon, ça se saurait. En revanche, collectivement, sur un match, si on est tous connectés, si on est tous positifs, on a quelques arguments pour embêter ces gros morceaux. Alors tu avais un joueur de première ligue, Jean Reckner Bellegarde, qui évolue à Wolverhampton. Tu en as un deuxième désormais, c'est Wilson Isidore. C'est l'info de la semaine. Quand on a découvert la liste que tu as publiée mardi, l'attaquant de Sunderland, formé à Rennes, passé par Monaco, a choisi Haïti plutôt que la France, alors que, on le rappelle, il avait évolué notamment des U16 jusqu'au U20 chez les jeunes de l'équipe de France. Il a posté ce message sur Instagram et puis il s'est exprimé dans une vidéo postée par son club de Sunderland. Je vous propose d'écouter tout de suite Wilson Isidore sur son choix de représenter les Grenadiers. Mon grand-père est haïtien, mon père aussi est né à Haïti. J'ai un lien profond avec le pays, même si je suis français. À un moment, il fallait faire un choix difficile. C'est comme choisir entre mon père et ma mère. Et je suis très content d'avoir pris cette décision. Je savais qu'il y avait l'opportunité d'aller à la Coupe du Monde. Ça m'a aussi poussé à dire oui à la sélection de Haïti. Ça faisait longtemps qu'on discutait. J'ai été plus ou moins décidé selon la période.
Mais la Coupe du Monde a convaincu tout le monde de faire le meilleur choix et j'espère qu'avec cette compétition, on va construire l'avenir. Voilà, Wilson Isidore. Alors, on a envie de savoir, du coup, Sébastien, depuis combien de temps vous discutiez et comment tu as réussi à convaincre Wilson Isidore de jouer pour les Grenadiers ? Au-delà du cas Wilson, c'est que depuis mon intronisation, j'ai évidemment fait le point sur tous les binationaux qui pourraient possiblement nous rejoindre. On prend des contacts, on essaye de les convaincre par rapport au projet que l'on met en place. C'est toujours difficile pour les binationaux parce que certains taxeront par exemple Wilson d'être un opportuniste et de venir une fois qu'on est qualifié. Mais il faut comprendre, chacun a sa propre culture, ses propres objectifs, ses propres pressions, qu'elles soient familiales, au niveau du club, au niveau parfois des agents. Il y a des choix de carrière à prendre. Certains ont été plus faciles à convaincre. Il m'a fallu... J.K. Duverne était au premier rassemblement en Guyane. Ça a été très facile pour lui. Ça a été plus long pour Casimir, pour Bellegarde, qui sont venus en cours de qualification. Et puis Wilson, c'était pas encore le moment. J'étais en contact très proche avec son agent. Et puis à un moment donné, voilà, via aussi la fédération, qui a fait les efforts nécessaires pour essayer de convaincre définitivement les Bellegarde ou Isidore de nous rejoindre. Par exemple, sur les moyens de transport pour nous rejoindre et pour rejoindre ensuite leur club de manière à ce que il y ait le moins de fatigue possible. C'était parfois un inconvénient majeur pour Haïti. Aujourd'hui, les garçons voyagent dans de bonnes conditions. La fédération a accepté également de me suivre sur le fait d'installer un staff médical compétent qui permette aux joueurs aussi d'être rassurés à ce niveau-là. Donc voilà, Wilson, voilà, s'est dirigé récemment vers nous pour nous rejoindre. Maintenant, il va venir avec beaucoup d'humilité. Je rappelle que j'ai un socle d'équipe qui a qualifié cette équipe et ce n'est pas rien et ça reste historique. Voilà, donc lui, il va venir comme une brique pour essayer d'augmenter les fondations de notre socle et essayer de faire qu'on ait le meilleur, le plus joli bâtiment possible, mais ce sera qu'une brique parmi tant d'autres. Voilà. Et il va falloir qu'il se fonde également sur l'état d'esprit mis par tous les autres. J'ai pas trop d'appréhension sur les premiers contacts que j'ai eu avec, ça va le faire. Et puis après, ça va être à lui sur le terrain de montrer ses qualités. Et Dieu sait s'il en a. Et puis la relation avec les autres se fera naturellement et il trouvera tranquillement sa place au sein de notre effectif. Maintenant, attention, c'est pas parce qu'on a un passif sur une sélection comme l'équipe de France, c'est pas parce qu'on joue en première ligue que l'on est performant immédiatement en équipe nationale. Voilà, il y a des habitudes à prendre. Pour Jean Rickner Bellegarde, il lui a fallu quelques rencontres. Il est venu sur un autre continent. C'est pas le même climat, parfois des terrains différents, un environnement différent, une routine dans l'organisation aussi différente. Donc voilà, il y aura un momentum pour prendre ses marques. On va pas lui demander de tout changer au départ, plutôt de suivre ce que l'on a mis en place depuis quelques mois. Et puis voilà, j'espère qu'il va nous apporter, en tout cas, une nouvelle fraîcheur et de nouvelles possibilités pour le sélectionneur que je suis. Sébastien, tu parlais de briques. Il y a peut-être un pour qui le ciment est encore un peu trop frais, c'est Hudson-Edouard. On sait que voilà, il pouvait potentiellement rejoindre la sélection d'Haïti. Est-ce que, vu qu'il n'a pas été appelé pour ce mois de mars, parce qu'il réalise une bonne saison avec Lens, notamment 11 buts et 3 passes décisives en 25 matchs, est-ce que il y a encore une possibilité de le voir avec l'équipe d'Haïti? Où en sont les discussions? Qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet d'Hudson-Edouard? On ne peut jamais dire jamais, mais ce que je voulais dire, c'est qu'évidemment, les qualités du joueur ne sont pas mises en doute.
Aujourd'hui, il y a aussi, pour des raisons pratiques, pour gagner du temps, pour entretenir ma dynamique de groupe, je souhaitais que s'il y ait des nouvelles têtes, elles soient, si possible, présentes au mois de mars. Ça nous laissait le temps de prendre des repères et de gagner du temps. Voilà. À partir du moment où il n'est pas là au mois de mars, je vous laisse faire les supputations possibles, mais aujourd'hui on avance avec les garçons qui sont ici présents. Je pense que Hodgson doit aussi attendre avec impatience la liste Didier Deschamps. Peut-être qu'elle est déjà sortie ou elle va sortir dans les minutes qui suivent. Dans 7 minutes. Voilà, donc on verra, mais il faut pas que le choix de venir à Haïti soit un choix par défaut. Il faut qu'à un moment donné, le joueur soit convaincu à 150%. J'ai d'ailleurs apprécié, nous étions en contact avancé, nous avions eu leur accord depuis quelques mois, des frères Cédé, qui sont des internationaux espoirs norvégiens évoluant à Rosenborg. Et puis la semaine dernière, les garçons m'ont appelé en me disant qu'ils se sentaient pas, parce que je leur avais bien fait comprendre que s'ils venaient, il fallait qu'ils soient convaincus à 150% de leur choix. C'était pas un choix par défaut, parce que aussi à Haïti, la sélection représente une forme de patrimoine national, donc on peut pas galvauder ça. C'est pas possible. Et les garçons, très honnêtement, m'ont dit on va décevoir notre père, on va vous décevoir également, mais c'est pas encore le moment. Voilà, donc je leur ai bien fait comprendre que pour la Coupe du Monde, ça allait être compliqué. On verra en septembre, il y aura d'autres compétitions, on verra ce qui se passe à ce moment-là, mais voilà, là on est focus avec les garçons présents et éligibles. Ça va nous décevoir avec mon Rémi, parce que nous on suit beaucoup le national et on suit aussi Versailles avec Shelton Guillaume. Mais bon, t'as l'air de dire que si c'est fermé pour mars, c'est fermé pour la suite aussi pour lui alors. Je vous dis, rien n'est jamais définitif en foot. Il peut se passer plein de choses. Il nous restera 2 mois et demi à l'issue de ce rassemblement, donc il peut y avoir des blessures, des méformes. Le cas de certains joueurs, je prends l'exemple de Dukens, qui est aujourd'hui malheureusement sans possibilité de pouvoir pratiquer son activité, Dukens Nazon, puisque par rapport aux événements qui ont lieu en Iran. Voilà, Shelton est un garçon que l'on suit. Il est postulant. La différence de Shelton, c'est que lui, ça fait des mois qu'il serait venu en sélection si je l'avais sélectionné. Puisqu'on a son accord, il n'y a pas de contrainte mentale au niveau d'un choix à faire sur une sélection plutôt qu'une autre. Donc, il rentre plutôt dans la case des garçons qui sont éligibles. Aujourd'hui, un choix a été fait d'avoir de la fidélité au sein de ma structure offensive de l'équipe. Et c'est le dernier rassemblement où je pouvais les revoir. Et puis l'ajout d'Isidore. Voilà, je pense qu'on avait suffisamment d'éléments offensifs. Mais évidemment, qu'on suit ses performances. Il en est à 9 buts, je crois, en national. C'est pas rien. Pour la petite histoire, je le suis depuis 2 ans, puisqu'il était avant aux Herbiers, un club vendéen qui m'est cher. Et que je suivais ses prestations voilà, de manière assidue. Sébastien Minier. Sébastien, on l'a dit, donc tu as vécu déjà beaucoup de vie, 10e sélection, tu as commencé comme adjoint, notamment à Strasbourg et à Lens, aux côtés d'un ballon d'or, Jean-Pierre Papin, et JPP, il avait un petit message pour toi, écoute. Salut Seb, salut mon poteau. Avant toute chose, j'espère que tu vas bien, évidemment, que la famille et Lola en particulier se portent à merveille. Et puis voilà, cette petite vidéo surprise, déjà pour te féliciter de cette campagne incroyable où tu as qualifié Haïti sans jamais jouer à la maison. Je trouve que c'est top, déjà, c'est top. Pour toi, pour le pays que tu as représenté, et puis le Graal d'aller faire la Coupe du Monde. Et là, je suis sûr aussi que tu vas donner le meilleur. En faisant cette vidéo, tu savais le nombre de souvenirs qui m'en reviennent.